Pilote du Titan, vous m'entendez? Titan, est-ce que quelqu'un m'entend? Jack, on a un problème avec le Titan. C'est une enquête que vous m'avez beaucoup demandé. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette histoire a fait énormément parler d'elle. En même temps, il y a tous les ingrédients pour une bonne histoire. Tragique, mais bonne. Une des épaves les plus connues de l'histoire, une entreprise privée d'expédition sous-marine, des hommes richissimes à bord, un explorateur français, des recherches qui s'étendent sur 96 heures. Cette histoire ne laisse pas de glace. Titanic, la glace. Dans cette vidéo, j'ai essayé de regrouper toutes les informations que j'ai trouvées sur internet pour savoir qui est le fautif. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le sous-marin? Est-ce que c'est une erreur humaine peut-être? Vous saurez tout ça à la fin de la vidéo. Découvrons ce qui s'est passé le 18 juin 2023 dans l'océan Atlantique. Ces coordonnées sont peut-être les plus connues de l'histoire maritime mondiale. Un endroit sur Terre très célèbre, un accident d'un paquebot qui remonte à 1912. Le Titanic fascine depuis des décennies tous les explorateurs du monde entier. C'est comme l'Everest. Visiter l'épave du Titanic, c'est quelque chose qu'il faut avoir fait quand on se dit aventurier. L'épave a pourtant été difficile à trouver. Les premières recherches sérieuses débutent à la fin des années 1970. Le but étant de récupérer des pièces inestimables de la collection d'un des passagers, le colonel John Jacob Astor. Et oui, c'est toujours une histoire de thunes quand on se lance dans la recherche d'une épave. Pas pour l'histoire, on s'en fout de l'histoire. C'est le milliardaire Jack Grimm qui lance les premières expéditions. Mais l'épave reste introuvable. Elle est finalement découverte le 1er septembre 1985 par Robert Duane Ballard dans le cadre d'une mission franco-américaine. De nombreuses expéditions ont eu lieu entre 1986 et 2010. Je pourrais même pas vous dire combien il y en a tellement qu'il y en a eu des expéditions. L'épave du bateau est divisée en deux parties, avec un grand champ de débris entre elles. La partie avant est plutôt bien conservée, tandis que la partie arrière est en mauvais état et cassée. Pendant les expéditions, plusieurs objets du bateau ont été remontés à la surface. Mais l'accueil fait aux objets remontés n'est pas très bonne. On parle de pillage, de vol, ça a été une sacrée affaire. En plus de ça, toute cette activité humaine autour de cette épave est en train de détruire petit à petit le Titanic. Maintenant que nous avons ça en tête, avançons dans le temps jusqu'en 2023. Cette fameuse année où le petit Titan a pris la mer. Ocean's Gate. C'est une société spécialisée dans les explorations sous-marines à grande profondeur. Il propose des expéditions d'exploration touristique de l'épave du Titanic. Contrairement aux expéditions précédentes, qui étaient principalement menées par des scientifiques, cette expédition permettait à des civils de payer pour vivre une expérience exceptionnelle et exclusive. Le tourisme de l'extrême dans les sphères d'hommes et de femmes très riches devient une grande mode. Récemment, un civil très riche a pu faire une sortie dans l'espace à coût de millions. Maintenant, on peut payer pour aller dans l'espace. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ce sera celui qui fera mieux que les autres, qui ira plus loin. Les expéditions vers les abysses marins comportent toujours des risques élevés. La pression immense de ces profondeurs, des conditions extrêmes et de la complexité technique rendent ces expéditions difficiles. À 3800 mètres sous l'eau, la pression est d'environ 400 fois supérieure à celle de la surface terrestre. 400 fois. Toutes défaillances mécaniques peuvent conduire à des accidents catastrophiques. C'est une forme de tourisme controversé, le tourisme de l'extrême. Mais bon, j'ai envie de vous dire, s'ils peuvent payer, pourquoi on serait là à les juger? Ils font ce qu'ils veulent. Ils risquent leur vie, pas la vôtre. Le sous-marin Titan, conçu par Ocean's Gate, était un véhicule expérimental capable de plonger à des profondeurs extrêmes. Le Titan était relativement petit comparé à d'autres submersibles de grande profondeur. Il ne dépassait pas les 7 mètres de long et pouvait accueillir jusqu'à 5 passagers, dont le pilote. Le Titan était composé principalement de fibres de carbone. Ce matériel devait permettre aux sous-marins de résister à la pression écrasante à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Certains experts ont critiqué l'utilisation de la fibre de carbone, moins testée par des plongées aussi profondes par rapport aux matériaux traditionnels comme l'acier ou le titane. C'est bête d'appeler son sous-marin le Titan quand on sait qu'il n'est pas fait en titane. Le coût exorbitant des 250 000 $ par place vous montre un petit peu quelle sorte de client on visait. On visait bien sûr l'élite. Quelques semaines avant la plongée, les techniciens ont passé une batterie de tests pour savoir si le Titan était apte ou non pour sa première plongée. Je vais pas entrer dans les détails techniques, mais plusieurs informations qui nous sont arrivées après coup parlent d'un gros laxisme du patron Stockton Rush envers les mesures de sécurité. Stockton, le patron d'Ocean's Gate, avait déjà avancé pas mal d'argent et voulait commencer à entrer dans ses frais. Donc une mise à l'eau précipitée? Peut-être. On va parler maintenant des clients, ceux qui étaient à bord. Ils étaient 5. Hamish Harding, un homme d'affaires britannique et explorateur. Paul Henry Nargolet, un explorateur français et expert du Titanic.
Shahzada Daoud et son fils Suleiman Daoud, des manias pakistanais de l'industrie, et Stockton Rush, le PDG fondateur d'Ocean's Gate. Le 18 juin, le Titan plonge pour une mission d'observation de l'épave du Titanic qui doit durer 8 heures en tout. Le départ a lieu au bord d'un navire de surface, le Polar Prince, situé à plusieurs centaines de kilomètres des côtes de Terre-Neuve au Canada. La descente du Titan commence à 9 h du matin, heure locale. La descente va durer environ 2 heures. Mais 1h45 après le début de la plongée, l'équipage à la surface du Polar Prince a perdu tout contact avec le sous-marin. Pilote du Titan, vous m'entendez? Titan, est-ce que quelqu'un m'entend? Jack, on a un problème avec le Titan. À ce moment-là, aucune communication ni par radio ni par message ne peut être établie avec le Titan. Les responsables de l'expédition pensent, dans un premier temps, qu'il s'agit d'un problème technique temporaire. Cependant, lorsque la communication n'a pas été rétablie dans les heures suivantes, les équipes à bord du Polar Prince ont rapidement alerté les gardes-côtes américaines et canadiennes. Une opération de recherche a été immédiatement lancée. Là, sur le bateau, ils sont comme ça, hein. Ils ont les pète-pète. Hein. Le patron, il est sous l'eau et avec des clients, donc... C'est chaud là. Dès la confirmation de la perte de contact, les autorités ont initié une opération de recherche et de sauvetage massive, mobilisant d'importantes ressources navales et aériennes. Un des problèmes majeurs de cette recherche, le temps. À l'intérieur du sous-marin, ils ne disposent que de 96 heures d'oxygène. Leur temps est compté. La recherche d'un sous-marin à de telles profondeurs est extrêmement compliquée, en raison de la taille gigantesque de la zone de recherche. À 3800 mètres, l'obscurité est totale, et la pression est si intense qu'il est difficile pour les équipements de communication et de détection de fonctionner. La pression monte pour tout le monde. Il y a des vies en jeu, mais pas de signe de vie. Que dalle. Rien. Pas un bip. Durant les 4 jours de recherche, l'espoir était que le Titan était coincé quelque part, sur le fond marin, ou qu'il ait subi une panne technique tout en restant intact. En parallèle, les médias et l'opinion publique suivaient de très près cette opération, espérant un miracle. Les autorités ont calculé que les réserves d'oxygène s'épuiseraient probablement le matin du 22 juin 2023, ajoutant une pression énorme sur les équipes de sauvetage. Après 4 jours de recherche intensifs, un tournant décisif est atteint. Des débris du sous-marin sont retrouvés à environ 500 mètres de l'épave du Titanic par un robot sous-marin télécommandé. Ces débris incluaient des parties essentielles du sous-marin, confirmant que le Titan avait subi une implosion catastrophique. Les experts ont rapidement fait une conclusion que l'implosion catastrophique aurait eu lieu dès la perte de contact, après 1h45 de plongée, donc assez rapide. Les débris retrouvés étaient le résultat de cette implosion, sous la pression colossale exercée à plus de 3000 mètres de profondeur. L'annonce de l'implosion a provoqué une onde de choc mondiale. De nombreuses personnes suivaient de près l'évolution des recherches, espérant un sauvetage miraculeux. Je faisais partie de ces gens. J'espérais qu'on les trouve sains et saufs. Mais la découverte des débris a confirmé la pire des hypothèses. Les familles des victimes ont exprimé leur chagrin et leur douleur face à la perte de leurs proches dans une situation aussi tragique. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nom de nom. The definition of an accident is something that happened unexpectedly and by sheer chance. There was nothing unexpected about this. This was expected by everybody that had access to a little bit of information. And I think that if it wasn't an accident, it then has to be some degree of crime. And if it's a crime, I think to truly understand it, you need to understand the criminal's motive. The entire reason this whole operation started was Stockton had a desire to leave his mark on history. Comme vous pouvez le voir dans ces images, l'homme parle d'un patron en manque de reconnaissance, qui veut entrer dans l'histoire. C'est des mots assez forts ça, entrer dans l'histoire. Est-ce que le patron avait pris toutes ses précautions avant de plonger dans la mer? Manifestement non. Déjà le matériel. Comme dit plus tôt dans la vidéo, le patron a choisi de la fibre de carbone à la place de titane. La fibre de carbone est plus légère et moins coûteux que le titane, mais moins résistant aux pressions des fonds marins. Pour accueillir plus de passagers, Stockton a allongé l'appareil. À la base, le sous-marin était sphérique, car plus résistant à la pression. Le 19 janvier 2018, soit 5 ans avant les faits, David Lockridge soumet aux équipes un rapport d'inspection de qualité qui met en lumière des problèmes sérieux dans la conception du sous-marin, en particulier en ce qui concerne la qualité insuffisante de sa coque en fibre de carbone. Là, vous vous dites que le patron a pris très au sérieux ce rapport et qu'il a fait ce qu'il fallait. Non, non, pas du tout, il a viré son employé qui avait fait le rapport. Voilà. Rush a effectué que 13 tests de sécurité au lieu des milliers qu'il aurait fallu pour ce genre d'expédition. Ça commence à faire beaucoup pour le patron d'Ocean's Gate. Il s'en foutait pas mal de la sécurité. Le profit aux dépens de la sécurité.
Ce que je me demande encore et encore, c'est comment un spécialiste français des profondeurs a pu être berné par cette entreprise malhonnête. Donc le coupable est tout désigné. Merci Sherlock Holmes. Je tiens à exprimer mes pensées fortes aux familles des victimes, parce que ces choses-là ne devraient plus se reproduire, je suis désolé. La sécurité avant tout. Eh bien c'est pas demain que je vais aller faire un tour en sous-marin, je te le dis. J'espère que cette enquête t'a plu. J'ai plein d'histoires qui arrivent, alors n'hésite pas à t'abonner, ça me donne de la force pour continuer. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire insolite.